franc-maçonnerie et politique, révélation d'un catholique, ex-vénérable maître de la franc-maçonnerie, Serge Abba Gallardo. Bonjour Serge Abba Gallardo. Bonjour. Il y a 4 ans, près d'1 million de téléspectateurs ont écouté notre entretien sur TVL, sur TV Liberté. 4 ans plus tard, vous publiez un nouveau livre choc, Franc-maçonnerie et politique. C'est aux éditions Artege et c'est surtout en vente tout de suite sur la boutique TVL. Vous allez tout simplement sur le site tvl.fr, rubrique boutique, ou sur boutiquetvl.fr directement. Ancien haut fonctionnaire, vous avez occupé la plupart des postes d'officier de loge, y compris celui de vénérable maître. Vous dites dans le prologue du livre: je fus un franc-maçon sincère. Ma démarche était métaphysique. Alors pouvez-vous rapidement nous rappeler votre parcours et aussi les raisons de votre rupture avec la franc-maçonnerie? Oui, je vais essayer de le faire succinctement. Je sais que nous avons peu de temps. Mais la raison pour laquelle je suis entré en franc-maçonnerie est celle que vous avez énoncée, à savoir que j'étais en recherche spirituelle, d'une part, et d'autre part, loin de l'Église. Je suis né dans une famille catholique, non pratiquante, ça existe. J'ai été baptisé étant bébé, mais je me suis éloigné de la foi. Donc je cite dans le livre les raisons pour lesquelles, notamment suite à une certaine influence de l'enseignement public en France, un certain nombre de personnes s'éloignent de l'Église et de la foi, et ce fut mon cas. J'étais donc à cette époque-là en recherche et en questionnement existentiel, et la franc-maçonnerie m'a paru une voie possible. Il faut savoir que généralement, on ne postule pas véritablement pour entrer en franc-maçonnerie, on est plutôt approché. Et donc c'est à la suite de conversations et avec une personne qui faisait partie de mon entourage amical que j'ai décidé d'accepter de rentrer en franc-maçonnerie. Encore faut-il préciser qu'on n'accepte pas d'entrer en franc-maçonnerie, on fait la démarche et on est ou on n'est pas accepté par la loge. Vous avez découvert un univers ésotérique, c'est cet univers-là qui vous a amené à aller jusqu'à vénérable maître, ce qui est un grade important au sein de la franc-maçonnerie. Oui, c'est un office qui... C'est pas un grade, c'est un office. Voilà, qui préside au fonctionnement et aux destinées de l'atelier. Alors, atelier étant le terme générique signifiant également loge. Et donc, il y a une fonction de direction de cette loge, direction sur le plan ésotérique, sur le plan administratif et sur le plan matériel également. Mais je crois que mon parcours se résumerait plus facilement en constatant que j'ai passé tous les grades classiques, apprenti, compagnon, maître, et que par la suite et surtout, je fus coopté dans les hauts grades. Il faut savoir que la très grande majorité, que j'évalue à peu près à 85 ou 90% des francs-maçons, n'entrent jamais dans les hauts grades. Les hauts grades constituent un secret dans le secret. Et j'ai eu la particularité, je ne dirais peut-être la chance, d'une certaine manière, puisque ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses, d'être coopté pour accéder dans les hauts grades. Il faut préciser que ce qui est discerné dans les hauts grades ne sont que des détails, des précisions de ce qui est déjà contenu dans le grade de maître. Mais ces précisions sont nécessaires dans la mesure où elles permettent d'accomplir le parcours maçonnique. Et ces hauts grades sont plus ou moins nombreux selon les rituels pratiqués. Par exemple, au rite écossais ancien et accepté, qui est celui que j'ai pratiqué et connu pendant 24 années, il y a 33 grades, dont 3 sont des grades inférieurs, de loge bleue. Au rite Memphis-Misraïm, il y en a 99. Au rite émulation, il n'y en a que 4. Donc, enfin, tout cela, ce sont des différences formelles parce qu'en fait, fondamentalement, il s'agit du même projet. Alors, au cœur de ce système que vous décrivez, et sans que, dans un premier temps, cela vous indigne, vous avez compris que la franc-maçonnerie faisait au moins quelque chose de secret, de la politique, et que c'était un instrument de lutte politique. Tout à fait, puisque
j'ai donc accepté d'entrer en franc-maçonnerie dans le cadre d'une démarche purement métaphysique, personnelle, une démarche de recherche, comme celle qui caractérise la plupart des démarches des francs-maçons, qui sont pour la plupart des gens sincères et qui sont en recherche. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai constaté que finalement, sous le vocable de sociétal, eh bien, se cachait une dimension purement politique. Vous dites alors, bien entendu, il faut préciser également pour vos téléspectateurs que il y a des obédiences qui sont plus politisées que d'autres. Alors, je fais une exception, par exemple, pour la Grande Loge nationale française et la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, parce que ce sont des obédiences, les deux sont liées, l'une est l'émanation de l'autre, mais ce sont des obédiences qui sont plus spiritualistes, et les mauvaises langues des autres obédiences maçonniques les caractérisent plutôt comme des loges affairistes. Alors, à contrario, que les autres obédiences sont plutôt des loges politisées. Comme le Grand Orient, par exemple? Comme le Grand Orient, en particulier, qui est l'obédience la plus politisée. Mais il ne faut pas oublier non plus le droit humain, loge à laquelle j'appartenais, qui est relativement politique quand même, et la Grande Loge féminine française, qui est une obédience qui, sous le projet, en quelque sorte, du féminisme, dont on voit maintenant à quel point il est dévoyé, eh bien, a milité et a mis en place dans nos lois toutes ces caractéristiques que nous connaissons aujourd'hui concernant notamment l'avortement et bien, la GPA, etc. La franc-maçonnerie passait de l'idéal à l'idéologie, puis de l'idéologie à la stratégie politique secrète. Exactement. Je crois que le terme que vous citez est juste. C'est une idéologie et une stratégie secrète. Pourquoi? Parce qu'en fait, le secret fait partie de la franc-maçonnerie. Je cite de mémoire Alain Boer et Roger Dachet, qui sont deux éminents dignitaires de la franc-maçonnerie, qui, dans un ouvrage qui s'appelle, je crois, La franc-maçonnerie, d'ailleurs, tout simplement, nous expliquent que sans le rituel, par définition secret, la franc-maçonnerie n'existerait plus. Alors, si on a du mal à avoir ces notions de secret, on reviendra là sur cette notion, vous révélez dans l'ouvrage, par contre, qu'il y a des mensonges et qui perdurent. Alors, ce sont les véritables origines de la franc-maçonnerie. Alors, elles permettent de mieux appréhender son objectif politique, finalement. Alors, clairement, on attribue à la franc-maçonnerie une origine commune avec les constructions des pyramides, des cathédrales, avec les Templiers. Vous vous dites, ce sont que des mensonges pour cacher la réalité. Alors oui, je le dis, et comme dans tous mes ouvrages, je ne fais pas qu'en témoigner. Je cite des expressions ou des extraits de textes maçonniques qui sont authentiques. Il y a dans le discours qu'on entend en loge, cette espèce de mensonge ou d'erreur, on appellera ça selon qu'on est bienveillant ou pas envers la franc-maçonnerie de la manière qu'on voudra, cette erreur ou ce mensonge qui consiste à dire finalement que les francs-maçons sont des héritiers des Templiers, des héritiers des constructeurs de cathédrales, voire de ceux qui ont bâti les pyramides. Là aussi, je reviens à Roger Dachet et Alain Boer, mais pas seulement eux, d'autres auteurs nous démontrent qu'il n'en est rien et qu'en fait la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui est née en 1717. Je précise dans mon ouvrage que d'une part, on a du mal à connaître les origines. C'est un franc-maçon des plus hauts grades qui, dans un livre, nous précise que qu'on ne pourra vraisemblablement jamais connaître ses véritables origines, puisqu'elles sont secrètes, et que même dans les loges, on n'en parle pas, ou du moins on ne le sait pas. Eh bien, ces origines, c'est d'une certaine manière un groupe d'occultistes qui se réunissent et qui vont fonder la Royal Society à Londres, dont Desaguliers, qui a rédigé les premières constitutions maçonniques, Anderson, co-auteur, Newton, qu'on connaît comme physicien, mais qui était surtout alchimiste
et magiciens. Tous ces gens-là, faisant partie plus ou moins de sociétés secrètes, ont décidé un jour de créer la franc-maçonnerie. Et quant aux origines prétendument templières ou même chrétiennes, en fait, il y a deux auteurs que je cite dans certains de mes ouvrages qui précisent bien qu'il s'agit d'emprunts. En fait, il y a deux théories sur les origines de la franc-maçonnerie. Celle de la continuité de rites initiatiques. Cette théorie est battue en brèche par les historiens francs-maçons d'ailleurs les plus sérieux. Et la deuxième théorie, c'est la théorie de l'emprunt, qui part à partir de 1717 avec des gens qui ont emprunté à la fois à des sociétés secrètes, mais surtout, comme il s'agit d'un syncrétisme religieux, à la religion musulmane, à la religion hébraïque et à la religion chrétienne. Donc les symboles, par exemple, le delta lumineux, c'est-à-dire le triangle avec l'œil à l'intérieur, que l'on prend pour un symbole maçonnique, est un symbole à l'origine chrétien. 1738 en France. Oui. C'est important cette date-là parce que quand on voit par exemple un député LFI franc-maçon et qui réclame que l'on débaptise le square Louis XVI à Paris, il nous rappelle quand même indirectement que la franc-maçonnerie est le conservatoire des idées et des principes de 1789. Et que finalement, elle est presque, cette franc-maçonnerie, à l'origine de la Révolution française. Alors, indiscutablement, tout ce que j'ai entendu en loge va dans ce sens, tout ce que j'y ai compris également, mais c'est confirmé par le site officiel du Grand Orient de France. Je veux dire, plus crédible que cela, c'est difficile. Le site du Grand Orient de France nous explique que la Révolution française marque le retour au levier de commande de la franc-maçonnerie d'origine bourgeoise et aristocratique. On comprend bien d'ailleurs, et c'est le cas aujourd'hui, que la franc-maçonnerie ne recrute pas dans d'autres catégories que celles qu'on appelle aujourd'hui les CSP+, c'est-à-dire la catégorie sociale supérieure. À l'époque, c'était les aristocrates, les nobles et les grands bourgeois. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux-là qui détiennent le pouvoir et ce sont ceux-là qui peuvent influer sur le cours des choses. La Révolution française n'est pas, à mon sens, une révolution prolétaire, comme le fut peut-être la Révolution russe, qui s'est pourtant inspirée de la Révolution française. La Révolution française est une révolution bourgeoise, de personnes qui voulaient prendre le pouvoir à la place d'aristocrates et de nobles, qui est manifestement pour eux, n'était plus d'une certaine utilité, ou du moins qui les empêchait peut-être de commercer et de prospérer. Franc-maçonnerie et politique, alors, il fait aucun doute de l'implication des principales obédiences maçonniques dans les gouvernements de la République, dites-vous, mais vous consacrez un chapitre à la Troisième République. Alors le chapitre, on voit qu'on ne peut pas être plus clair, parce que vous l'intitulez « La Troisième République aux premières loges ». La Troisième République, c'est le lieu, le laboratoire de la franc-maçonnerie dans tous ses états. Oui, en fait, la Troisième République, c'est la manifestation officielle de la dimension politique de la franc-maçonnerie. C'est là que vont apparaître les lois que nous avons encore, dont nous avons hérité, qui sont les héritières, bien sûr, également des idées révolutionnaires, mais qui vont formaliser la doxa maçonnique dans la société française. Je précise que dans la plupart des cas, toutes ces lois maçonniques, et je le démontre, ne répondent pas à des demandes sociales. Je prends l'exemple de la crémation, qui est une loi maçonnique. Je démontre qu'elle est fondée sur le rituel maçonnique, notamment du 18e degré du rite écossais ancien et accepté. Cette loi est votée en 1887, mais la crémation ne commence à voler de ses propres ailes, si je peux m'exprimer de cette manière, que vers la fin du XXe siècle. Ce qui veut dire que les francs-maçons ont créé en fait un besoin, ou en tout cas ont influencé la société pour aller dans le sens d'une implication de leur rituel dans la société française, dans le plus grand des secrets. Et c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres. Ce serait la même chose sur la laïcité, par exemple. Oui, oui. C'est un concept qui organise encore la société française. La laïcité, en fait, nous en avons hérité, bien sûr, depuis la Révolution, mais le formalisme législatif de la laïcité a vu le jour au XIXe siècle et au début du XXe avec la loi de 1905. Il faut quand même dire une chose que beaucoup de gens ignorent. La laïcité, contrairement à ce qu'évoque la franc-maçonnerie, n'a pas été inventée par la franc-maçonnerie. Le premier laïc, ce fut Jésus-Christ. Rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Donc déjà, la laïcité, elle a 2000 ans. Mais c'est une laïcité qui est constructive, c'est-à-dire qu'elle permet aux gens d'exprimer leur foi en toute liberté. Aujourd'hui, nous avons, en France en particulier, une laïcité que j'appelle laïcarde, même si le terme paraît péjoratif, puisqu'en fait c'est une laïcité d'exclusion. Je cite d'ailleurs dans le livre, et peut-être même dans le précédent livre, un dignitaire maçonnique qui, lui, est un spiritualiste et se plaint que la laïcité qui est professée par les athées, et en particulier dans le milieu maçonnique, est une laïcité d'exclusion et non pas pour le vivre ensemble. Alors, c'est la même période d'ailleurs où la franc-maçonnerie s'installe dans l'éducation nationale, toujours dans cette période-là. Ah oui, 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 elle va dénier, à partir de la fin du XIXe siècle, le droit aux religieux d'enseigner aux enfants. Et elle va prendre le privilège de l'enseignement et de l'enseignement public. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le meilleur instrument de propagande. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie travaille à l'échelle des siècles. Il y a, en fait, on vous explique quand vous rentrez en loge que ici, tout est symbole. D'accord? Mais ce symbolisme n'existe pas seulement dans la loge, il existe également à l'extérieur. Dans la loge, vous avez à la fin de chaque tenue maçonnique, une tenue est une cérémonie maçonnique, c'est une soirée maçonnique. Chaque tenue maçonnique se clôt par ce qu'on appelle une chaîne d'union. Et on vous explique, alors c'est du rituel, on vous explique dans cette chaîne d'union qu'il y a une chaîne ininterrompue depuis les premiers initiés à l'origine de la franc-maçonnerie jusqu'à aujourd'hui, parce que ceux qui sont vivants, morts, visibles ou invisibles, continuent l'œuvre de la franc-maçonnerie. Et donc, la franc-maçonnerie créant l'enseignement public laïque, savait très bien que, avec ce qu'elle a appelé les hussards noirs, eh bien, la dimension, sinon religieuse, en tout cas spiritualiste, de l'enseignement allait disparaître. Et nous avons aujourd'hui une crise spirituelle dans la plupart des pays occidentaux, notamment en France, puisque c'est le pays dont on s'occupe, qui laisse les gens démunis, et qui est une des raisons pour lesquelles je suis personnellement rentré en franc-maçonnerie. Je pense, et j'en suis convaincu, que si j'avais continué, comme je l'ai fait lorsque j'ai fait ma communion, à fréquenter l'Église, je n'aurais jamais accepté d'entrer en franc-maçonnerie. Qu'aurais-je été y chercher d'ailleurs, puisque j'aurais trouvé le Christ dans l'Église. Alors, ce que vous cherchez, mais ce que vous avez trouvé surtout, c'est quand même cette action secrète de la franc-maçonnerie. Et alors, pour parvenir à ses fins, et là vous citez abondamment, on est toujours dans la première partie du XXe siècle, vous citez abondamment l'affaire des fiches. Oui. Une affaire peut-être plus emblématique que la loi de 1905, dite de séparation des églises et de l'État. Rappelez-nous ce que vous appelez cette affaire des fiches. Alors c'est Émile Combes, ministre et franc-maçon, s'appuyant sur un général également franc-maçon, qui à l'époque a utilisé l'ensemble des loges françaises, en particulier celle du Grand Orient, mais pas seulement, pour, comment dire, pour dénoncer, le terme n'est pas trop fort, pour dénoncer les officiers de l'armée française qui étaient des catholiques pratiquants. Par exemple, j'ai quelqu'un qui est le descendant d'un de ces officiers qui m'a donné la fiche qui concernait son ascendant, et sur laquelle est noté « va souvent à l'église ». Va se confesser à ses deux enfants qui fréquentent un établissement d'enseignement catholique. Vous voyez, et donc, à partir de là, tous ces gens qui ont été recensés, c'est une sorte de collaboration finalement, hein, avant l'heure, qui ont été recensés par ces loges maçonniques, eh bien, ont été empêchés dans leur carrière. Et par exemple, ce monsieur qui est l'arrière-grand-parent de celui qui m'a donné cette fiche n'a jamais dépassé le grade de capitaine. Ou de commandant, pardon, de commandant. Alors que c'est quelqu'un qui avait fait Saint-Cyr et qui, en toute logique, aurait dû terminer au minimum colonel, sinon général. Donc cette affaire des fiches, moi je la considère à titre personnel comme un scandale. Puisque, en fait, c'est la liberté d'opinion qui a été mise en cause. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que de s'apercevoir que cette liberté d'opinion est mise en cause par la franc-maçonnerie qui se gargarise systématiquement de tolérance. À cette époque-là, les gens sont condamnés pour cela ? Ah oui, oui, oui. Enfin, condamnés. Toujours secrètement, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas vous êtes catholique et vous ne serez pas promus, mais d'autres personnes leur passent devant. Et ces personnes-là sont des gens qui
Parfois, ce sont des francs-maçons, mais pas seulement. Mais ce sont des gens qui sont favorables au régime politique en place. Est-ce qu'on a pris le pli à ce moment-là et qu'aujourd'hui encore, cette affaire des fiches, ça existe toujours? Le procédé, le processus. Oui, le pli a été pris au XIXe siècle, me semble-t-il. C'est-à-dire que je crois que le XIXe siècle a été vraiment la charnière à partir de laquelle la franc-maçonnerie a compris qu'elle pouvait utiliser une stratégie secrète pour influer dans la politique. Cela dit, cette stratégie secrète existait déjà au XVIIIe siècle, puisque un historien nous rapporte les propos du comte de Virieu, qui revient de Francfort, où s'est tenue une réunion maçonnique, au cours de laquelle l'assassinat de Louis XVI a été évoqué et décidé, en 1785 quand même. Donc quelques années avant. Et il en est revenu effaré, ce comte de Virieu, au point qu'il a décidé de quitter ce qu'il appelait la secte. Moi, je ne me prononcerai pas sur ce terme, enfin, je rapporte ses propos. Puisqu'on parlait de l'actualité, on va sauter les étapes de l'histoire. On pourrait rester très longtemps. Et on va éviter la 4e République, qui doit être assez intéressante. On pourrait même écrire un livre. On pourrait même écrire un livre, mais ça, je vous conseille de le lire. On va arriver à la 5e République. On est sous la présidence d'Emmanuel Macron, et vous affirmez que le quinquennat d'Emmanuel Macron est tout aussi investi par la franc-maçonnerie que celui de François Hollande. C'est peu dire. Oui. Alors je ne dirais pas nous prenons les mêmes et nous recommençons, mais il y a des similitudes sur le plan de l'appartenance à la franc-maçonnerie entre le quinquennat de François Hollande et celui de Emmanuel Macron. Il y a, par exemple, lors des dernières présidentielles de 2022, il y a une fraternelle, alors on en parlera éventuellement, une fraternelle, c'est un groupe secret de francs-maçons, dont les membres ne sont peut-être même pas connus en tant que participants à cette fraternelle par la franc-maçonnerie elle-même, ou par les membres de la franc-maçonnerie. Il y a une fraternelle qui a été créée spécifiquement pour appuyer la candidature d'Emmanuel Macron. Alors appuyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire user de son influence. De la même manière, je me souviens à Narbonne que la sœur Christiane Taubira est venue faire ce qu'on appelle la tournée des popotes. Elle a fait toutes les loges de Narbonne pour faire... en tout cas, elle avait été invitée dans une loge du Grand Orient qui a rameuté l'ensemble des loges de Narbonne pour faire la promotion de la candidature de Ségolène Royal. Vous voyez, donc cette influence, elle existe, et je cite que le Vatican s'est ému de manière défavorable de la présence effarante, le terme n'est pas le mien, de la présence effarante de nombre de francs-maçons dans l'entourage de Emmanuel Macron. Après, il semblerait que notre président soit également un franc-maçon. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a plusieurs sources qui se posent la question. Est-ce que le président Macron, Emmanuel Macron, est franc-maçon? Écoutez, moi j'en ai bien le sentiment. D'abord, sans citer les sources. Il ne se vend pas de cette appartenance. Voilà, sur un plan personnel. Alors, vous savez, quand on veut agir dans le secret, on ne se vante pas d'être franc-maçon. Sinon, c'est ce que m'avait dit mon surveillant lorsque j'étais apprenti, il ne faut surtout pas se vanter ou divulguer son appartenance pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans le secret. Je retraduis ce qu'il m'avait expliqué. Eh bien, déjà, si j'en fais l'analyse... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est franc-maçon? Voilà, si j'en fais l'analyse, en même temps, c'est le relativisme. Or, c'est la doxa macroniste, le « en même temps ». C'est-à-dire, je ne tranche pas pour le blanc ou le noir, selon le symbolisme de la franc-maçonnerie du pavé mosaïque, que j'explique dans d'autres ouvrages, mais je suis un coup sur le noir, un coup sur le blanc. Et j'essaie de satisfaire tout le monde, parce que comme ça, je chemine entre les deux. En franc-maçonnerie, on vous explique qu'entre le noir et le blanc, il y a un fil rouge que l'on doit suivre et qui permet d'utiliser les deux. Violence, persuasion au 30e degré, au 32e degré, pardon. Donc, le « en même temps » est un élément déterminant de la philosophie macroniste. C'est un élément purement maçonnique. Bien, ce que j'entends également dans la bouche du président Macron à l'époque candidat, c'est un langage purement maçonnique lorsqu'il dit il répond à une question d'un journaliste, que tous ceux qui sont d'accord avec ma politique ou avec mon projet politique, en leurs grades et qualités, me suivent. Alors,
en leurs grades et qualités, c'est une, comment dire, c'est une expression purement maçonnique. Lorsque vous parlez en loge, vous ne pouvez pas faire autrement que de dire « Vénérable maître, et vous tous mes frères et mes sœurs, en vos grades et qualités ». Serge Galardeau, c'est peut-être une astuce, un clin d'œil. C'est peut-être une astuce, sauf que là, j'en viens aux sources. Ça, là, j'étais dans mon interprétation personnelle, qui est forcément subjective. Mais sur le plan objectif, il y a Serge Moati, que je prends, qui est un ancien franc-maçon, de la GLNF, qui est une obéissance extrêmement spiritualiste, et que je prends pour un journaliste sérieux et pour un homme sincère, qui nous explique que le discours d'Emmanuel Macron devant la pyramide participe d'un rite initiatique avec le président qui sort de l'ombre pour aller vers la lumière, par exemple. Il y a également un grand maître qui s'appelle Joël Emagaldi, qui est le grand maître d'une obédience dissidente du Grand Orient, en Italie, qui affirme à une radio italienne que Emmanuel Macron est franc-maçon. Bon, après, on n'est pas obligé de le croire, mais vous savez, un grand maître d'une obédience, c'est un petit peu comme le cardinal dans l'Église catholique, hein, un cardinal qui nous dit, par exemple, que cette table est rouge, j'ai tendance à le croire. Ah, s'il n'est pas franc-maçon, enfin, il est soutenu avec force en tout cas, et voilà. vigueur par des initiés. Là, en tout cas, il est soutenu par la franc-maçonnerie, à tel point que je cite également dans le livre l'expression d'un journaliste forte au courant justement de l'influence maçonnique auprès des pouvoirs politiques, le président, je le cite approximativement, le président dispose dans chaque obédience d'un relais efficace. Alors, vous dites au final que la franc-maçonnerie, elle est convaincue, vous dites, de former le camp du bien. Elle a milité, dites-vous, avec succès dans l'histoire récente pour le divorce, bien sûr, pour la crémation, ça vous le révélez ou vous le réaffirmez dans l'ouvrage, pour l'avortement, bien sûr, pour le mariage homosexuel, aujourd'hui pour l'euthanasie. Mais on a pourtant le sentiment que les francs-maçons ont moins de pouvoir réel que d'autres lobbies constitués. D'ailleurs, il faut poser la question, la franc-maçonnerie, aujourd'hui, combien de divisions? Alors, moins de pouvoir, je ne sais pas. Il y a d'autres lobbies qui ont un pouvoir conséquent. Je pense au lobby LGBT, par exemple, c'est le plus important. Il y a également des lobbies industriels qui hantent les couloirs et qui... voilà, ça existe. Hein. Le lobbying, ça existe de tout temps. La différence, c'est que une personne se réclamant d'un groupe LGBT ne cache pas son appartenance. Un lobby industriel, on sait très bien que telle ou telle personne est le président directeur général ou le fondé de pouvoir de telle société. Un franc-maçon ne sait pas qu'il est franc-maçon. Alors, ça n'est pas gênant qu'il y ait des francs-maçons qui soient hommes politiques. Je dirais même au contraire, puisque ces gens-là ont tout à fait le droit d'avoir une conviction et de militer pour leurs idées. Moi, je ne leur dénierai jamais ce droit-là. Cependant, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'ils le fassent dans le secret. Par exemple, il y a deux manières pour la franc-maçonnerie d'intervenir auprès du politique. La première manière, c'est que, je ne rentre pas dans le détail par manque de temps, mais il y a un rapport annuel de chaque obédience qui est remis au président de la République et au chef du gouvernement par les plus hautes instances maçonniques et qui représente l'opinion de la franc-maçonnerie sur tel ou tel problème de la société. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle également la fraternelle parlementaire qui a été créée par Henri Caillavet. Et alors, cette création, je cite les paroles d'Henri Caillavet dans le livre, il va falloir, pour faire passer auprès des assemblées nos idéaux laïques, créer un cheval de Troie. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que secrètement, on vient influer sur des décisions qui devraient être prises par des gens élus spécifiquement par le peuple, mais en tout cas pas pour les idéaux maçonniques. Vous voyez, donc c'est assez... je trouve ça extrêmement trouble et dangereux pour la démocratie, puisque finalement, quand on vote pour une personne, on vote pour le parti politique ou les idées que cette personne représente, et non pas pour les idées maçonniques. Il y a par exemple un ex-président de cette fraternelle parlementaire qui nous explique que sur des lois dites sociétales, que les politiques, que les parlementaires francs-maçons soient de gauche ou de droite, ils voteront ensemble, de la même manière en quelque sorte. Je trouve ça un peu gênant, et je ne suis pas étonné
de la désaffection de la population française vis-à-vis de ces politiques et vis-à-vis des élections. Nous avons un taux d'abstention qui est dangereux actuellement. Est-ce que vous êtes favorable, comme dans d'autres pays, à ce que les juges, les hommes politiques, eh bien, soient dans l'obligation de préciser qu'ils appartiennent à la franc-maçonnerie ? Je pense que ça réglerait un certain nombre de problèmes. Déjà, lorsque j'étais franc-maçon, j'étais moi-même d'avis qu'on devait abandonner cette notion de secret, parce qu'en fait, elle ne repose sur rien de véritablement établi, sur rien de palpable, de tangible. Ça repose uniquement, cette histoire repose sur un fantasme. Et en revanche, le secret permet bien des choses. Encore une fois, je vais citer Alain Boer qui, parlant de l'entraide maçonnique, nous dit effectivement c'est une obligation pour un franc-maçon d'aider son frère, à tel point qu'on... alors ils nous disent à valeur égale, mais moi j'ai embauché des gens, il n'y a jamais de valeur égale. Et je suis témoin qu'on a embauché des gens qui étaient inférieurs uniquement parce qu'ils étaient francs-maçons. Moi-même ça m'est arrivé d'être embauché de cette manière-là. Donc il y a un moment où l'entraide évolue vers le copinage malsain. C'est Alain Boer qui le dit, c'est pas moi. Le secret maçonnique, le fameux secret maçonnique, favorise certaines turpitudes, on voit notamment l'affairisme, d'autres crimes. Est-ce que finalement, la franc-maçonnerie, ça représente une menace pour notre système démocratique? Ou est-ce que c'est seulement quelques dizaines de milliers de personnes qui ont réussi à façonner réellement et durablement une nouvelle société à force de lois transgressives qu'on a laissé passer? Je crois que les deux aspects de votre question sont justes. Je crois que la franc-maçonnerie est une menace et qu'elle a réussi à façonner. Et c'est pour cela qu'elle est une menace. Parce qu'en fait, la franc-maçonnerie estime, d'une part, apporter un progrès à l'humanité, et ce faisant, je crois qu'elle se trompe dans la mesure où elle confond les choses. Voilà. Je m'explique. Lorsque arrive un progrès ou une évolution, c'est toujours une transgression. Sur le plan de l'art, les impressionnistes ont été une transgression par rapport aux classiques. Est-ce que c'est un mieux ou pas? Peut-être que oui, pourquoi pas. En tout cas, il y a une évolution dans la société qui est créée par les artistes à ce moment-là, et c'est une transgression. On voit ça également dans l'art. Il y a une espèce d'inversion des valeurs et qu'on retrouve également dans la franc-maçonnerie. Dans l'art actuel, on suppose que lorsqu'on transgresse, on amène un progrès artistique. Et la franc-maçonnerie procède de la même sorte, c'est-à-dire qu'elle veut transformer des utopies qui sont elles-mêmes issues de rituels maçonniques et de conceptions ésotériques en valeurs sociétales. Comme ces transgressions sont des évolutions qui sont une rupture avec ce qui est établi habituellement, eh bien, elles s'imaginent que c'est un progrès. Et ce n'est pas forcément le cas. Moi, j'estime, je ne juge absolument pas les personnes qui ont eu recours à l'avortement, mais j'estime que lorsqu'on met fin à une vie qui est en devenir et qui est parmi les plus fragiles au monde, puisqu'il s'agit d'un être qui ne peut pas se défendre, j'estime que ce n'est pas forcément un progrès. En tout cas, pas pour l'humanité. Merci beaucoup Serge Abad-Gallardo d'apporter beaucoup d'informations, beaucoup de révélations, beaucoup d'éléments de réflexion, et à travers cet ouvrage que je vous recommande, Franc-maçonnerie et politique, c'est un document que cet entretien. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, alors je la reformule parce que c'était la première. Les raisons de votre rupture avec la franc-maçonnerie. Ah oui. Eh bien écoutez, elles sont assez simples. Et je l'explique dans de nombreux ouvrages et dans de nombreuses conférences. Non seulement je l'explique, mais je le démontre. On ne peut pas être franc-maçon et catholique, définitivement. Je ne rentrerai pas dans le détail par manque de temps, mais ceux que ça intéresse peuvent se référer à diverses conférences qui sont d'ailleurs sur YouTube, ou même venir assister à certaines de mes conférences, voire lire les ouvrages que j'ai rédigés et publiés à ce sujet. Donc dès lors où j'ai retrouvé la foi, où j'ai compris que le grand architecte... Comment elle se fait cette rupture? Pardonnez-moi, mais oui. Vous avez compris que le grand architecte, c'était du bidon. J'ai compris. Comment à quel moment vous faites ce déclic
Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée, mais je l'explique dans un précédent livre qui s'appelle « La conversion d'un franc-maçon », puisque j'ai écrit ce livre parce qu'on me pose systématiquement la question à la fin de mes conférences. C'est normal. Et bien entendu, parce que c'est surprenant. Moi-même, je suis passé du stade de franc-maçon anticlérical, progressiste au sens péjoratif du terme, au stade de, comment dire, témoin de Jésus, voilà. Et j'ai même consacré ma vie à Marie en 2016. Donc je suis le premier surpris. Mais vous savez, dans la rencontre entre l'archange Gabriel et Marie, il y a une réponse de Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Donc transformer quelqu'un comme je l'étais en quelqu'un comme je crois l'être aujourd'hui, moi j'y vois une grâce divine. En fait, c'était à l'occasion d'un séjour à Lourdes. Alors, ça ne s'est pas fait en une seule fois, mais à l'occasion d'un séjour à Lourdes, j'ai été surpris par un événement qui m'est arrivé, que j'explique dans mon livre « La conversion d'un franc-maçon », un événement qui m'a touché même physiquement, et j'ai cherché à comprendre. J'ai même procédé à des analyses que j'ai demandé à mon médecin de faire. J'ai même consulté un psychiatre pour voir si je n'étais pas dans un délire métaphysique, un délire mystique. Tout cela est revenu négatif. Donc la seule porte qui restait à ouvrir, c'était la porte de la foi, la porte de la spiritualité. Et je suis allé faire une retraite, puisque c'était le chemin que je devais prendre pour me rapprocher de Dieu, si c'était Dieu qui était derrière tout ce qui m'arrivait. Cette retraite a eu lieu à l'abbaye de la Grâce. Et là aussi, j'ai vécu un événement assez troublant, assez émouvant. Et je ne peux pas vous le dire autrement, là, j'ai cru. Et j'ai cru au point que bien, j'ai voulu expliquer tout cela dans mes livres, et je crois que depuis ce jour-là, j'ai été convaincu que je pouvais mourir pour ma foi. De vénérable maître à simple serviteur de Dieu. Oui, mais vous savez, je dis dans le livre que la franc-maçonnerie cherche à, comment dire, pervertir le système que nous connaissons depuis 2000 ans. Ce système, il est de vouloir créer... Alors je cite pas littéralement Saint-Augustin, mais j'espère ne pas trahir sa pensée. Ce système consiste à passer de l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, en allant vers l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Et c'est exactement ce que fait la franc-maçonnerie. Vous savez, souvent on me demande est-ce que la franc-maçonnerie est satanique ou luciférienne ? Alors, je mets des guillemets quand je réponds, je dirais que oui, mais je l'explique. En fait, Satan n'a pas besoin qu'on lui rende un culte. Satan a juste besoin qu'on s'éloigne du Christ. Or, la franc-maçonnerie, et principalement dans les hauts grades, nous éloigne du Christ pour la simple raison qu'elle tient le Christ pour un prophète, pour un sage, et non pas pour Dieu, fils de Dieu. En franc-maçonnerie, vis-à-vis du Christ, on est en plein arianisme, en pleine hérésie. Et voilà un entretien qui fera date. Serge Abad-Gallardeau, franc-maçonnerie et politique, c'est aux éditions Artege, je vous l'ai dit, directement sur le site tvl.fr dans la rubrique boutique. Merci à vous. Merci pour votre invitation, très franchement. À bientôt dans la prochaine vidéo intitulée Serge Abad-Gallardeau, nous prions pour lui, afin qu'il passe des ténèbres du catholicisme à la lumière de Dieu. À bientôt.